Aujourd'hui, petite vidéo bien tranquille. En fait, il a tombé beaucoup de verglas à partir du soir, hier soir, jusque tard dans la nuit. Puis je voulais vous parler un peu des impacts que ça a le verglas. On pense souvent à tout ce qui est infrastructure, des serres, des cabanons, etc. Et également à tout ce qui peut être culture, par exemple des framboisiers, des bleuets. Mais on pense pas nécessairement aux animaux qui sont dans la forêt en fait. Puis là, ben, c'est de ça que je voulais vous parler. Fait que c'est bien simple, ça résulte un peu des connaissances que j'ai acquises via tous les documents que j'ai lus. Puis je vous en ai parlé là, au niveau de la gestion de la faune, notamment au niveau de la gélinote. Puis ce qui est important de comprendre quand on a une grosse couche de verglas comme ça, là, elle est quand même pas si pire. Mais le problème, c'est que les gélinotes vont se nourrir dans du bouleau jaune, du trembe, donc du peuplier faux trembe, du bouleau, l'aune, etc. Et arrivé au soir, en fait, une fois qu'elles vont s'être nourries, elles vont tout simplement piquer au fond dans la neige. Elles vont s'isoler, c'est leur façon pour rester au chaud. Donc c'est là qu'elles dorment la nuit. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a une grosse couche de verglas qui en fait est comme une prison pour eux. Ça, c'est une des causes de mortalité assez importante au niveau de la gélinote, hormis la prédation. C'est quand il y a une grosse couche de verglas comme ça, ben, ça les emprisonne. Au final, s'ils n'arrivent pas à percer la couche de glace, s'ils n'ont pas assez d'énergie ou si la couche de glace est trop épaisse, ben ils vont juste mourir étouffés en dessous. Bon, c'est sûr que il y a un cycle là-dessus, c'est pas très grave, dans le sens où les renards, les coyotes, il n'y a rien qui se perd dans la nature. Par contre, c'est important à prendre en considération si on veut faire de la chasse. Ben là, vous voyez avec les intempéries comme celle-ci, si, admettons que j'avais l'intention de faire de la chasse à la gélinote, ben là, j'en ferais pas. Parce que je me dis justement que déjà ça a eu un impact trop important au niveau de la mortalité, au niveau du cheptel, qu'on pourrait dire, dans ma forêt. Donc, c'est certain que ça impacte notre vision sur la chasse. Est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on n'en fait pas? Cette année, j'en fais pas. J'en ai pas fait auparavant non plus. J'ai déjà chassé de la perdrix, de la gélinote, mais ça fait quand même assez longtemps. Je vais m'y remettre à un moment donné, puis je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Mais là, je voulais en profiter pour vous parler de ça, puisque je suis en même temps en train de vérifier mes collets. Donc, j'ai ma caméra de chasse qui est juste là. Puis j'ai un collet à lièvre qui est juste là. Donc, cette année, c'est la première année, en fait, que je fais du colletage pour le lièvre. C'est vraiment très modeste, là, comment je le fais. J'ai posé 2 collets. Normalement, t'en poses une vingtaine au moins, là. Moi, tout ce que je voulais, c'est un seul succès. Je voulais juste attraper un lièvre. Je manque pas de viande dans mon congélateur, donc c'était juste pour acquérir des compétences par rapport à ça, faire des tests. Et là, c'est ça, j'ai juste mis 2 collets. Pourquoi 2? Parce que je voulais juste attraper un lièvre, mais aussi parce que j'ai juste 2 caméras de chasse et je voulais avoir un visuel directement sur la prise, comment c'est arrivé, est-ce que le lièvre a hésité, bref, avoir le plus d'informations possible pour augmenter mon niveau de compétence plus tard. Mais cette année, et là, au vu justement encore du verglas, je suis pas certain que je vais pouvoir en attraper un. Je pense pas que je vais avoir le temps. Parce que, en fait, là, ça change complètement la dynamique. Vous voyez ici, juste ici, il y avait une très belle piste qui passait. Mais là, c'est solide partout. Le lièvre n'a plus besoin de piste où il tape, en fait, son chemin. Il va taper tout son chemin, puis là, il peut courir à une bonne vitesse. Là, il n'y a plus besoin de ça pantoute. Fait qu'il passera probablement plus par cet endroit-là. Il peut, en fait, se diriger n'importe où comme il veut, puisque le verglas a fait en sorte que c'est une autoroute pour lui n'importe où. Donc, je pense pas que je vais avoir un succès cette année. On verra bien, mais bref, pour ça, ce qu'il faut, c'est changer de technique. Donc, c'est la technique, je ne l'ai pas essayé. Je pense pas que je vais avoir le temps de l'essayer cette année, mais c'est la technique de Jean-Michel. Je vais vous mettre le lien en description. C'est une autre vidéo YouTube, c'est tout simple. C'est, par exemple, on a mon chemin qui est juste ici, on va y aller. Ben, ça serait de mettre du sapin baumier ou de l'épinette, peu importe. Comme faire une sorte de triangle, si on veut, avec des interstices où ils vont pouvoir passer. Puis ensuite, ben, on met des collets
au chemin qu'on a fait. Et au centre et un petit peu autour pour l'attirer, on va mettre ce qu'ils mangent. Donc des jeunes branches fraîches de bouleau, je pense que c'est de bouleau, de peuplier faux tremble, bref, d'aune aussi. Puis tout ce qu'on veut en fait, c'est créer un appât, c'est le diriger vers l'intérieur. Puis c'est la meilleure façon supposément pour l'attraper lorsque le verglas est partout. Et que le lièvre, tout comme les prédateurs, il porte. Tandis que moi, si je me promène dans le bois, ben c'est sûr que ça calme. Ça aussi, ça a un impact parce que justement, tous les prédateurs, tout comme avoir un chemin forestier comme celui-ci, ça, c'est des autoroutes pour les prédateurs. C'est important à prendre en compte lorsqu'on fait de la chasse ou du trapage. Ça, c'est des autoroutes, là. Ils vont... Pour eux, un prédateur, un renard, un coyote, il est pas con, là. Il va prendre le chemin le plus facile. Il va... Là, j'ai un chemin comme ça qui fait à peu près 1 km de long. Avec lui, je viens d'étendre en fait son réseau. Je viens d'étendre tout son champ d'action. Il a juste à suivre le chemin central comme ça. Il va sentir des pistes, puis là, il va s'engouffrer. Il va perdre beaucoup moins d'énergie à marcher sur un sol comme ça, qui est déneigé, que s'il marche dans la neige et qu'il cale. Comme ça, mais peut-être pas autant. Mais vous comprenez le principe. Donc, ça prend en compte aussi lorsqu'on fait de la chasse ou du trapage. C'est-à-dire que si avant, vous n'aviez pas de chemin forestier et que là, vous en faites un que vous le déneigez ou qui est tapé par une piste de skidoo, n'importe quoi, ben, ça va avoir un impact sur vos prédateurs. Ils vont avoir plus de facilité à avoir accès aux proies. Sinon, je voulais aussi dire que cette année, c'est pas une très grosse année de neige. On a eu la neige beaucoup plus tard que normalement, ce qui est très avantageux pour le bûchage. Donc, j'ai bûché quand même en janvier. Il aurait fallu que je bûche en décembre, mais j'ai fait d'autres chantiers. Donc, les meilleurs moments pour sortir des bio, faire du bûchage, c'est décembre, janvier, suivant évidemment les bordées de neige. Parce que là, comme vous pouvez le voir, là, il y a plus de neige qu'au début, mais on n'est pas dans une grosse hiver. Donne une idée. Maintenant, aller bûcher, c'est assez chiant. Ça te prend des raquettes, puis bûcher en raquette, c'est pas super sécuritaire, moi je trouve. Donc c'est sûr que le bûchage vient de prendre le bord. Fait que c'est juste ça que j'avais envie de vous partager. Bonne continuité.